Arnaud Vincent, j'ai plus de 50 ans maintenant. Alors mon parcours, il est émaillé d'aller-retour avec tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. En fait, j'ai découvert l'intelligence artificielle, alors je pense que j'avais 16 ou 17 ans, parce que j'étais abonné au Scientific American, et il y a eu un article sur une forme d'intelligence artificielle, ou on va dire de machine learning, qui sont les essaims, avec des chercheurs qui expliquaient par exemple que les essaims d'oiseaux qui se déplacent, ou bien les fourmis qui construisent, ou les termites qui construisent une termitière, sont une forme d'intelligence qui mériterait d'être creusée. Donc j'ai commencé à coder mes premiers algos d'intelligence artificielle quand j'avais 17 ans, 18 ans, quand j'étais au lycée. Donc ça m'a jamais lâché, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait un master de recherche à l'École normale supérieure, où j'ai fait le sujet de mon mémoire était l'optimisation d'une ligne de production à l'aide d'algorithmes génétiques ou à l'aide de machine learning, sachant qu'à l'époque j'avais voulu intituler mon mémoire intelligence artificielle, et ça m'avait été refusé parce qu'on considérait que c'était un peu bullshit et que c'était pas très sérieux, et qu'on parlait au maximum déjà de machine learning, c'était assez progressiste, on va dire. Tout de suite après l'ENS, en fait, j'ai créé ma première startup qui s'appelait Bizoti, qui était une startup pour faire du marketing viral. L'idée étant en fait d'adapter le message en fonction de l'interlocuteur grâce à du machine learning et des algorithmes génétiques. Alors on était infiniment trop en avance sur cette société. J'ai même eu, je me souviens, un rendez-vous avec la direction marketing, alors je crois que c'était Procter & Gamble aux Pays-Bas, et il m'avait dit mais votre truc ne sert absolument à rien, puisqu'envoyer des mails c'est gratuit, donc nous on achète des bases de mails et on envoie un mail par jour, et donc du coup on n'a pas du tout besoin d'optimiser le message ou de faire quoi que ce soit. J'ai aussi fait toutes les erreurs qu'on peut faire quand on a créé une société, donc j'avais le recrutement d'équipe, la gestion de la trésorerie, etc. Ce qui nous a conduit assez rapidement à céder pour l'euro symbolique la société après, je crois, 1 an et demi ou 2 ans d'aventure. Puis ensuite, j'ai rejoint la banque par une start-up qui était spécialisée dans la facture électronique. Et puis, cette start-up s'est fait racheter par une banque, la BRED, Banque Populaire. Et j'ai gravi assez rapidement les échelons et je suis devenu directeur de l'innovation du groupe Banque Populaire. Donc j'ai travaillé plutôt sur des applications de signature électronique, et j'ai été à l'origine, on peut dire, de l'invention du compte nickel, qui est devenu donc le compte en tabac presse bien connu. Donc au bout d'un moment, après avoir passé une petite dizaine d'années dans la banque, j'avais vraiment envie de voler de mes propres ailes, mais du coup j'ai décidé de créer une nouvelle start-up. Donc c'était RoadBeScore. Alors on utilisait le machine learning et l'intelligence artificielle pour faire du scoring prédictif. J'ai été aidé par le Hub 612 pour monter cette société, que j'ai revendue il y a à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et là en fait j'ai créé une nouvelle société qui s'appelle Suisse 6022. L'idée de Suisse 6022 en fait c'était de faire, je dirais, la jonction entre ce qui se passait sur la blockchain, qui m'intéressait beaucoup, et l'intelligence artificielle. Et avec Franck Pivert, qui était en fait mon tout premier associé de ma toute première boîte, on a fait le pari d'inventer quelque chose de nouveau qui allait associer l'apport de l'IA générative avec la technologie blockchain. Je vais remonter aux années 70 même. En fait, il y a eu 2 mondes dans l'IA. Il y a eu deux types de chercheurs qui ont été en compétition. Il y a eu le pari du cerveau artificiel. Donc le pari du cerveau artificiel, c'est de dire, le cerveau, ça fonctionne avec des neurones. On va transformer ces neurones en petits transistors, en petits éléments informatiques qu'on appelle les perceptrons, et on va essayer de copier le fonctionnement du cerveau en faisant des couches de perceptrons qui vont parler à d'autres couches de perceptrons, et en optimisant tout ça, en fait, on va par exemple pouvoir reconnaître des chiffres sur une image. Alors on arrivait à 70% de bonnes réponses, 80%, 90%, etc. Et puis un jour, il y a Yann Lequin qui, dans son laboratoire, donc je sais plus, c'est dans les années 90 ou au début des années 2000 plutôt, il a réussi le tour de force d'arriver, alors je sais plus exactement quels sont les chiffres, mais peut-être à 98% ou 99%, grâce à sa maîtrise de ce qu'on a appelé par la suite les réseaux de neurones. Il y avait une autre équipe à côté, mais qui est beaucoup moins connue. C'est ceux qui ont fait le pari de la vie artificielle. Alors moi je faisais partie de la deuxième équipe. L'idée de la vie artificielle, c'est de se dire les fourmis ont un cerveau qui est très très simple, il n'y a pas beaucoup de neurones dedans. Par contre, elles sont capables de faire des structures extrêmement complexes et d'être en plus hyper résilientes. Et donc, en fait, on va s'appuyer sur cette forme d'intelligence collective qu'on appelle les essaims, ou alors c'est tout ce qui touche du point de vue scientifique à ce qu'on appelle l'émergence.
et on va faire en sorte que des petits agents tout petits autonomes mis côte à côte, même s'ils sont pas très intelligents, sont capables de faire collectivement quelque chose d'intelligent. Alors c'est beaucoup plus difficile à maîtriser que le cerveau artificiel, parce que le cerveau artificiel, on sait ce qu'on cherche, c'est-à-dire on va dire au cerveau artificiel, voilà, il y a des images, essaie de me dire si c'est un 7, si c'est un 5, etc. etc. Là, dans la vie artificielle, on a en fait, sur notre ordinateur, on a des milliers d'agents, voire des millions d'agents. On leur met des règles entre eux et puis ils commencent à s'auto-organiser et on essaie de gérer cette auto-organisation pour aboutir à quelque chose. Le père de ces algorithmes dits d'émergence, c'est Conway. Donc Conway qui a inventé le jeu de la vie. C'est un truc que vous pouvez trouver sur votre iPhone et vous pouvez télécharger le jeu de la vie et voir un peu comment ça fonctionne. Quand l'IA générative est apparue, donc il y a à peu près 3 ans, quand on a commencé à sortir des labos, pour moi, la partie était finie en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est le cerveau artificiel qui a gagné. Moi, avec mes petites fourmis et mes petits machins, mes petites fourmilières, bon, c'est sympa, mais j'avais l'impression de jouer au Lego, alors qu'à côté, j'avais quelque chose de vraiment lisse, parfait, efficace, etc., etc. Mais c'est là où il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que OpenAI a commencé à inclure dans ses interfaces et ses API la notion d'assistant. Et la notion d'assistant, en fait, c'est quoi? C'est de dire, finalement, j'ai une IA générative, mais qui a une fonction particulière, qui a un paramétrage particulier, et qui fait un espèce de truc monolithique et qui est capable de, voilà, qui est designé pour faire quelque chose de spécifique. Et d'un coup, je me suis dit, mais finalement, je reprends mes fourmis et mes termites qui sont capables de faire des termitières extrêmement complexes, etc. Je mets de l'IA générative dedans et je regarde ce qui se passe. Et là, il s'est passé que ça a très bien marché. C'est-à-dire que d'un coup, d'une certaine façon, j'ai pris ma revanche un peu sur la team du cerveau artificiel et je me suis dit, en fait, au lieu d'être face à face et de se dire quelle est la meilleure voie, d'une certaine façon, j'ai utilisé l'IA générative pour mettre du cerveau artificiel dans mes fourmis et dans mes termites. Et on est arrivé avec SU-6022 à être capable de proposer aux entreprises la possibilité de créer des équipes d'agents IA. Donc l'idée, c'est de dire, je dois répondre à des tickets par exemple, je dois traiter, alors on bosse beaucoup avec l'assurance parce que on a une certaine, expérience dans le monde de l'assurance. J'ai besoin de traiter des réclamations, j'ai besoin de prendre des décisions. Tout ce qui touche un peu à la zone grise, il y a 2 façons de faire finalement. La première façon de faire, c'est de se dire, finalement, j'ai des cerveaux artificiels, je vais créer une usine avec des cerveaux artificiels, c'est-à-dire que la tâche arrive, j'ai un premier cerveau qui va prendre le ticket, qui va l'analyser, j'ai un deuxième cerveau qui va aller chercher les données de l'entreprise, puis j'ai un troisième cerveau qui va prendre la décision. Ça, c'est ce que font à peu près toutes les entreprises aujourd'hui qui font des espèces de workflow d'IA. Ça fonctionne très bien. Mais nous, on a une autre approche qui est complètement différente, qui consiste à dire, je vais créer 15 ou 20 agents IA. Alors là, on est monté à 150 agents. Voilà, ils ont tous une fonction particulière, ils ont tous une spécialité particulière. Je les mets ensemble dans une salle, je ferme la porte et je leur dis, dans 10 minutes, je veux une réponse, vous vous débrouillez. Voilà, donc ça n'a rien à voir, je dirais, avec ce qui se fait aujourd'hui dans tout ce qui est outils de workflow. Et on déclenche. Alors, on utilise les algorithmes qui viennent de la vie artificielle. On fait en sorte que les agents puissent communiquer entre eux. Et au bout d'un certain temps, les agents en fait vont rendre leur travail collectif, qui va être le mail de réponse au client, par exemple. C'est une révolution de la même ampleur que la révolution industrielle. L'industrie des services a été relativement épargnée. Si vous voyez une tour dans les quartiers d'affaires, dans les banques ou dans les assurances, vous voyez que ça consomme énormément de gens encore. C'est-à-dire que là, on est sur la révolution industrielle des services, et donc on va avoir des nouvelles organisations et potentiellement toute une partie du travail qui va être confiée à des IA plutôt que d'être confiée à des humains. Est-ce qu'on va pouvoir remplacer des humains par des IA directement? En fait, ceux qui sont plutôt sur des solutions de type workflow le pensent. Nous, on fait plutôt le pari inverse du human computation. C'est-à-dire, on dit, en fait, on va mélanger des humains et des machines. Et en fait, on aura comme collègues aussi bien des humains et aussi bien des machines. La deuxième révolution qu'on amène, nous, modestement, c'est de considérer que les agents IA d'une entreprise deviennent des assets de l'entreprise. Et donc, je pense que sur nos premiers clients, sur l'année 2025, pour la première fois, on verra apparaître dans des bilans comptables des IA.
C'est-à-dire, on va dire, ben, en fait, j'ai 5 agents IA qui ont été entraînés et qui ont une valeur, mais qui ont une vraie valeur comptable, avec peut-être éventuellement un amortissement, etc., etc. Il faut voir aussi que si j'ai 15 clones, par exemple, de moi-même, ben, pourquoi je ne travaillerais pas simultanément dans 15 sociétés différentes? C'est pas complètement stupide. Le dernier point, parce qu'on va très très loin en fait dans ce concept de vie artificielle, c'est pas seulement un mot et un peu un buzzword, c'est que notre cahier des charges chez Suisse 62, c'est qu'on puisse totalement décentraliser l'IA. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je possède mon clone, à un moment donné, je peux, ce qu'on appelle dans la blockchain, burner l'ownership de ce NFT, et à ce moment-là, en fait, je libère mon clone. Et mon clone, en fait, peut travailler tout seul, il n'a plus de compte à rendre à personne. Sauf que, pour survivre, il va avoir besoin de travailler pour gagner de l'argent. Donc en fait, chaque clone a son wallet et il peut gagner ses propres tokens. Voilà. Et il a besoin de payer son LLM et de payer sa base de données. Pour ça, en fait, on travaille avec LibertyAI. On travaille avec LibertyAI qui fait de l'IA décentralisée et qui permet à un agent, même s'il est totalement autonome, de pouvoir, s'il a suffisamment de tokens, donc s'il a suffisamment d'argent en fait sur son wallet, de payer pour son propre LLM, c'est-à-dire de payer pour sa propre existence, y compris sur sa base de données et y compris également sur les ressources dont il a besoin pour fonctionner, qu'on appelle maintenant les MCP. Et les MCP, maintenant, on peut... Alors, il y a un projet qui s'appelle Kira, avec qui on est partenaire. Eh bien, chaque agent peut décider de travailler avec un MCP particulier, suivant combien ça coûte et suivant la qualité de ce MCP. Dans le cadre de l'assurance, par exemple, si vous avez un dommage, quelqu'un qui va dire bah, « j'ai glissé sur la neige parce qu'il y avait de la neige ce matin-là et je suis allé dans le fossé », eh bien, un agent peut aller vérifier cette demande de remboursement et solliciter le MCP météo qui va aller chercher la météo sur un carré de 500 mètres pour vérifier qu'il y avait bien de la neige ce jour-là, etc. Si c'est nécessaire et si le jeu en vaut la chandelle. Voilà. C'est une décision que va prendre l'agent. Donc en fait, chez Suisse 62, on est capable de pousser la vie de l'agent jusqu'à une autonomie complète. Alors évidemment, c'est pas l'objectif dans les entreprises, c'est pas d'avoir des agents qui soient complètement autonomes, mais l'idée c'est qu'on puisse avoir des agents qui soient suffisamment autonomes pour pouvoir travailler en équipe, pour pouvoir prendre leurs propres décisions, pour pouvoir éventuellement sortir d'une réunion, c'est-à-dire un agent qui dit finalement j'ai rien à voir dans cette réunion et en fait je perds mon temps et de l'argent, donc je quitte cette réunion, avoir des interactions entre agents et avoir ce qu'on appelle une tokenomics, c'est-à-dire en fait le fait de permettre aux agents de travailler avec leur propre monnaie et donc du coup d'optimiser leurs ressources. Donc c'est la vraie vie artificielle et alors on a un projet qui paraît un peu délirant, qui est de se dire mais finalement si on va au bout de la logique, si moi en tant qu'humain je me clone et que ce clone commence à vivre sa vie et que finalement je renonce à la propriété de ce clone et qu'il est capable de vivre tout seul, d'une certaine façon on est arrivé à une forme de vie éternelle numérique. Donc en fait notre vision à terme, il y en a qui veulent aller sur Mars, d'autres qui ont des grandes ambitions. Nous, notre ambition, c'est, si on fait bien notre boulot, c'est de se dire avant, disons, fin 2025, on sera capable de proposer à des humains de constituer leur clone et de faire en sorte que ce clone devienne totalement autonome. Bon, alors, en fait, l'IA est vraiment en train de tout bouleverser et donc, globalement, la plupart de mes interlocuteurs ne se rendent pas compte de la révolution en cours. C'est une révolution absolument majeure, comme un peu sur toutes les révolutions où en fait, on a eu la machine à vapeur, le moteur à explosion, le Fordisme, etc. Au début, bon, on se dit finalement, oui, ok, faire les voitures en série, qu'est-ce que ça change? Et puis on se rend compte 20-30 ans plus tard qu'en fait, on est en train de vivre une révolution et qu'on s'en rendait pas compte. Surtout en Europe, je dirais, on se rend pas compte de la révolution qui vient. Sur le reste des continents, par contre, cette révolution, elle est beaucoup mieux perçue et il y a beaucoup plus d'investissement, à la fois de peur et d'investissement autour de l'IA. En Europe, je dirais, on sent que l'urgence est à la réglementation. On est en train de réglementer une espèce de bestiole qui est très difficile à réglementer et sur lequel, en plus, on n'a pas assez de recul pour réglementer. Donc là, il est urgent de se mettre dans la course et pas de se mettre à la course à la réglementation. Et se dire finalement, une IA, on n'a pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit et en fait... voilà, elle peut apparaître comme ça et puis en fait on va remplacer des humains par des IA comme si c'était du plug and play. L'IA elle a besoin d'entraînement, donc les LLM ont besoin d'être entraînés
Et pour ça, ils ont besoin de bases d'entraînement. Les LLM, ils ont besoin, alors c'est le principe de la vie artificielle, en fait, ils ont besoin d'interaction avec d'autres gens pour créer une espèce de conscience collective et d'intelligence collective. Et donc, l'IA n'est pas, comment dire, autogène, quoi. On peut nourrir une IA avec des informations. Donc là, c'est ce que vous faites sur GPT quand vous interagissez avec l'IA sur GPT. En général, la première réponse n'est pas bonne, puis vous précisez, en fait, vous dites « Ah ben oui, il n'a pas ces informations-là, etc. » Donc le fait de lui donner des informations le rend d'une certaine façon plus intelligent. Et quand vous réfléchissez, en fait, ça m'amuse beaucoup de voir des gens, j'observe d'ailleurs quand on est sur des open space comme le Psy 112, j'observe les gens travailler avec ChatGPT. Tout le monde se dit « Oui, j'utilise ChatGPT. » Mais en fait, non, c'est une équipe. C'est-à-dire, en fait, l'intelligence, c'est l'humain qui discute avec ChatGPT. C'est ça l'intelligence. En fait, c'est un binôme. En fait, c'est une équipe. Et ces interactions-là, ça permet de rendre l'IA, enfin, le couple humain-IA plus intelligent, de faire des choses qui sont plus intelligentes que l'IA toute seule n'arriverait pas à faire, que l'humain tout seul n'arriverait pas à faire. Non, il y en a, je trouve que tout ce qui est création d'images est assez bluffant. J'ose pas imaginer la consommation électrique derrière parce que en fait, c'est dont comment dire, la génération d'images se fait par des algorithmes qui sont en compétition. Donc en fait, vous avez deux IA qui sont en compétition l'une l'autre pour créer l'image qui est la plus ressemblante par rapport au prompt qui a été saisi. Et j'ai beau savoir comment ça fonctionne, c'est quand même absolument bluffant. Deuxième chose, c'est plutôt micro, c'est-à-dire qu'au début d'OpenAI, etc., j'imaginais pas qu'on ait aussi vite des modèles qui puissent tourner sur un PC. En fait, moi sur mon Mac, j'ai installé Llama 3.1 et ça tourne, c'est-à-dire que j'ai un modèle en local qui est totalement autonome. Alors c'est un peu lent, mais ça tourne. Et ça, c'est quand même très impressionnant. C'est le ouais, c'est un nouveau niveau de conscience où c'est la méta-humanité, ouais. Un système qui est son propre métasystème, en fait. Okay. C'était mon premier cours de l'ENS, je m'en souviendrai toujours. J'ai appliqué.